Bonjour, aujourd'hui nous recevons Josiane, excusez-moi, Josiane Oliva. Bonjour. C'est ça? Exactement, Josiane Oliva, c'est ça. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes dans le cadre des entretiens de la Glorieuse, que vous pouvez liker sur notre page Facebook, YouTube, Twitter et compagnie. Les entretiens publiés tous les mardis depuis 8 ans. Donc vous avez été candidat aux législatives sur la première circo. Là, vous êtes déclaré candidat à l'AT en décembre pour la mairie et vous êtes référent départemental UDR. UDR, c'est-à-dire Ciotti. Exactement. Vous avez 32 ans, diplômé en droit public, vous avez intervenu auprès d'organismes de formation et vous occupez de management, de la performance et juridique. C'est ça. Et sinon, votre passion, c'était le foot, vous avez joué à 7, lorsque 7 était une équipe de foot. Elle a été. Voilà. Elle le redeviendra. Voilà. Donc avant de passer aux questions, la une du numéro 1113. On revient sur l'histoire du programme immobilier Cozy Lodge, habitat abordable, les prix débordent, des appartements prévus à un prix, le prix a été multiplié entre 2 et 3. Voilà, ça se passe au plan des 4 seigneurs. On revient sur le journalisme de cours avec comme exemple la Chine et Charlie. Les 10 ans de Charlie là, qui vont se passer là, ces jours-ci. On revient sur les polémiques, les mobilisations toujours pas tranchées à Montpellier. Et enfin, les subventions, le premier cercle sous l'arrosoir. Subvention à Montpellier, le premier cercle sous l'arrosoir. Vous voyez, on attaque l'année, c'est tonique. Ça commence fort. Voilà. L'information sans concession. Donc, Josiane, voilà, législative. Pourquoi les électeurs de Madame Miralles, de Madame maintenant la députée ministre, ex-députée ministre, se sont en majorité reportés sur Roumégas aux dernières législatives? C'est une bonne question. Donc, effectivement, il y a eu un report. Est-ce que vous êtes arrivé premier au premier tour? C'est ça. Au deuxième tour, les électeurs de Miralles, boum, ils sont passés chez Roumégas. L'analyse est plus, à mon avis, plus compliquée que ça. C'est-à-dire qu'effectivement, on arrive au premier tour en tête. Pas de beaucoup, 34,11 quand le second est à 34%. Et puis après, on a eu une semaine à l'entre-deux tours quand même, parce que c'était, il faut le rappeler, le contexte à ce moment-là qui est très rapide, très brusque. On n'a pas eu peut-être le temps aussi de rentrer plus en profondeur dans les dossiers et dans les débats qui étaient importants. Ça a été une campagne qui a été très dynamique sur le plan du terrain, mais par contre sur le fond, on n'est pas rentré là-dessus. Donc effectivement, les électeurs ont peut-être manqué d'informations ou manqué de précision sur notre programme, sur ce qu'on voulait faire. Parce que je pense que très honnêtement, si on était rentré dans ce détail-là, on avait beaucoup plus de points rassurants pour les électeurs En Marche, qui sont plutôt au centre droit, que la candidature du nouveau Front populaire. Qu'est-ce qui différencie aujourd'hui un ciottiste d'un RN? Disons qu'on a beaucoup de points en commun, notamment sur les questions régaliennes. On va dire que les 20% qui nous séparent, c'est plutôt sur la question économique. À l'UDR, on va être plus libéraux quand le programme du Rassemblement national, notamment par exemple sur la question des retraites, est plus social. Voilà. C'est surtout sur ces aspects-là où on va se différencier, et c'est là où nous on a pris cette décision de faire une alliance, comme il se fait à gauche. D'ailleurs. Il n'y a pas de problématique là-dessus, et la seule différence, elle va surtout se positionner là-dessus sur la question économique. Il y avait combien de députés RN là, pour le lancement de l'UDR 34 à Montbio la semaine dernière, ou il y a 10 jours? Il y a peu de temps. Quoi. Alors les députés RN, il y avait des élus RN, mais les députés RN sont au travail, donc ils n'étaient pas présents sur le lancement 34 de l'UDR. Et puis c'était aussi une volonté de s'adresser aux militants dans un premier temps. Et la soirée d'ailleurs s'est très bien passée, parce qu'on avait presque 200 personnes présentes. Mais on reste dans cette volonté, parce que
même si on a fait ça sur quelque chose de très rapide, très brusque, c'est une alliance qui va durer qui va durer. Comme je l'ai dit à l'instant, on a beaucoup de points qui nous rassemblent, quelques-uns sur lesquels on garde notre identité aussi, et c'est pour ça que l'UDR et le RN sont deux partis politiques à proprement parler. Et voilà. Et après, l'objectif, c'est qu'on puisse travailler, qu'on garde notre identité, nos différences, mais qu'on les mette au profit de l'intérêt commun. Alors, est-ce que vous êtes sur la même ligne de Marion Maréchal Le Pen, qui est pour union de toutes les droites extrêmes aux prochaines municipales? Toutes les droites extrêmes aux prochaines élections municipales. Je crois que la question des élections municipales est quand même différente de celle des élections législatives. À titre personnel, hein, quand on part sur des élections législatives, on a une étiquette politique clairement affichée. La mienne, moi je viens des Républicains, donc on était dans le cadre de cette alliance, donc c'était LR, soutenu par le Rassemblement national. Quand on se repositionne sur des élections municipales, faire l'alliance, oui, toutes les bonnes volontés sont nécessaires. Après, on sait très bien que sur des listes municipales, on va avoir des gens qui n'ont pas forcément la même vision que la tête de liste, et ils vont être, même certains macronistes, des choses comme ça, peuvent venir se lier sur un projet municipal. Parce que quand on parle d'une ville à proprement parler, on va pas avoir peut-être la même vision sur certains dossiers que quand on se place au niveau national. Sur quelle commune de l'Hérault l'UDR envisage-t-elle d'avoir des candidats tête de liste? J'ai envie de dire sur... C'est acté là? Il y a des choses qui sont actées? Non, pour le moment on travaille. Justement, le but c'est pas... La question, ça va pas être les personnes, ça va être surtout les programmes et l'implantation des uns et des autres. Là où certains candidats seront légitimes, évidemment, on soutiendra. Si des personnes qui sont investies par l'UDR sont légitimes, on les soutiendra à 200%, il n'y a pas de souci là-dessus. Après, je crois que là encore, l'objectif, ça va être effectivement d'avoir des personnes qui soient UDR dans le cadre des élections municipales, puisque c'est nécessaire aussi d'avoir les manettes et de travailler sur les dossiers locaux. Et pour l'implantation d'un parti, c'est très important. Maintenant, il ne faut pas non plus parler que des partis politiques dans le cadre des élections municipales, des élections locales. Quel est le profil de vos adhérents? On a de tout. On a de tout profil. On a des gens qui... on va dire, on a beaucoup de personnes qui viennent d'LR qui sont des déçus. J'ai vu des photos là de la réunion, c'était beaucoup de vieux quand même. Mais il en faut. Il en faut. Il n'y avait pas beaucoup de jeunes, quoi. Il y avait des jeunes. D'ailleurs, une question m'a été posée à ce sujet, mais il y a des jeunes. Après on était sur une période de partiel aussi pour les jeunes, donc c'était plus compliqué d'être présent en masse. Mais on a différents profils. On a des profils expérimentés. D'ailleurs, il y a certains élus qui nous ont déjà rejoints. Et derrière, après, ça va être à nous aussi de faire vivre ce parti et de le développer. Bon, le LR départemental là, est à l'agonie. Quels sont vos rapports avec eux, les dirigeants, les militants? À titre personnel, moi j'ai gardé de bons rapports. On a de bons rapports et d'autant que je pense que les choses ne sont pas figées, même si aujourd'hui au niveau national il y a la volonté d'intégrer ce gouvernement et d'y participer. Je pense qu'au niveau local, il va falloir aussi certainement mettre de l'eau dans son vin et voir comment ça va se dérouler. Mais les relations se passent très bien et il y aura des LR aussi sur nos listes. Est-ce qu'à Montpellier, vous soutiendrez la liste d'Isabelle Perrin? C'est un peu tôt pour le dire, je pense. Il faut laisser les choses se faire. En tout cas, la candidature d'Isabelle Perrin retient quand même notre attention, parce que on a une candidature qui travaille sur le terrain. On l'a vu encore au marché de la Paillade il n'y a pas très longtemps, sur le marché, sur une intervention qui est soulignée quand même. Il faudra voir, je veux dire, il y a aussi, sur des villes comme Montpellier, il y aura aussi des accords nationaux, et effectivement, on sera attentif à ce qui se passera à ce niveau-là. Quels sont les objectifs de l'UDR 34 pour 2025? Déjà se faire connaître, puisque il faut avoir cette humilité de dire les choses. Il faut aussi récupérer tout ce qui se passe au niveau local pour l'exploiter. Et ça, je pense que ça va être l'implantation locale qui va être hyper importante sur l'année qui arrive, puisqu'on a les échéances municipales. Peut-être qu'il y aura d'autres échéances avant, on ne le sait pas encore. Mais pour le moment, le prochain scrutin qui est programmé, c'est les municipales en mars 2026. Et là, il faut effectivement travailler sur le terrain, travailler avec les candidats, travailler avec les listes pour que
tout le monde soit prêt et que les candidatures qui seront soutenues soient des candidatures solides et qui contiennent un vrai programme. Bon, on va passer sur Latte, là. Donc, vous vous présentez sur Latte. Quel est votre regard là, sur le maire de Latte? Mon regard aujourd'hui, il est assez critique. À titre personnel, je suis président de l'association Agir pour Latte. On l'a formé il y a plus de 2 ans maintenant. Et on a commencé à travailler sur les différents dossiers, l'urbanisation, la sécurité, la fiscalité, toutes les activités qui peuvent être proposées aux familles aussi, la question environnementale également. Mon regard aujourd'hui il est très critique. Je pense que le maire de Latte a fait 2 bons mandats, les 2 premiers. Il faut rappeler quand même qu'il est élu depuis 2001, donc ça fait près d'un quart de siècle. Sur la question de l'urbanisation, sur la question de Maïra, parce que c'est un dossier qui est très important sur la commune, on a quand même un regard qui est très critique. Oui, alors Latte, depuis tout le temps, c'est un peu la poubelle de la métropole. Donc il y a eu le TOT, il y a Marea, il y a l'incinérateur, le CSR, là, le nouveau UVE, là, l'incinérateur de boue. Donc c'est prévu là, pour traiter les 289 communes, donc 695 000 habitants. On va avoir prochainement là, une cheminée de 25 mètres de haut qui va cracher des fumées. Dans un rayon de 4-5 km, il y a 82 écoles. Voilà, c'est passé, c'est presque passé sans qu'on en parle. Il y a un énorme sujet écologique là. Il y a un énorme sujet, d'autant qu'on sait aujourd'hui que l'air que l'on respire à Latte, dans le sud de la métropole, est déjà très pollué, parce on oublie aussi la question du doublement de l'autoroute. Oui. On a un problème de circulation aujourd'hui qui entraîne beaucoup de pollution. Et à ça, effectivement, le dossier de Maïra, c'est 695 000 équivalents habitants, c'est des équivalents habitants. On va passer là-dessus. Et aujourd'hui, effectivement, on va positionner un incinérateur, parce que le permis de construire a été signé par le maire de Latte très récemment, en fin d'année dernière. Et aujourd'hui, on va positionner un incinérateur à quelques centaines de mètres du quartier de Port-Ariane, en plein milieu de la CRED. Et effectivement, ça, moi, je ne suis pas spécialiste sur la question des polluants, même si on sait qu'il y a certaines études qu'on n'est pas capable de faire aujourd'hui sur certains polluants qui sont cancérigènes, qui causent des problèmes de fertilité, etc. Sur cette question-là, effectivement, Latte est la poubelle de la métropole aujourd'hui. Moi, ça a toujours été la poubelle de la métropole. Mais encore plus aujourd'hui, parce que Latte concentre aujourd'hui beaucoup d'intérêt. C'est-à-dire que sur la question de Maïra, effectivement, on voit une cheminée d'incinération qu'on appelle UVE, une unité de valorisation énergétique des boues, qui pointe le bout de son nez, avec une pollution qui est majeure pour les habitants qui sont à proximité, et vous l'avez cité, 82 écoles, mais aussi des personnes qui sont âgées et des résidences pour les personnes âgées, mais également sur le PLUI qui a été voté le 8 octobre dernier, sur 70 000 logements dans les 10 prochaines années, on en a 10 000 qui sont positionnés. Les habitants ne bougent pas, les écologistes locaux ne bougent pas. Les écologistes locaux, on pourrait faire le parallèle avec les élections législatives. Moi, j'aimerais que les écologistes locaux bougent plus. Parce que, encore que cette question-là, pour moi, elle est ni de droite ni de gauche. Je veux dire, c'est ce qu'on disait tout à l'heure dans le cadre de l'action municipale. Comment être pour ce dossier-là? Encore que, quand on prend le vote en conseil municipal, la création de l'incinérateur a été votée à l'unanimité. Majorité et opposition confondues. Donc, au conseil municipal de Latte? Tout à fait. Donc il y a des questions à se poser là-dessus. Et après, oui, j'aimerais que le député de la circonscription se bouge un peu plus sur ce dossier-là, parce que le CSR qui est positionné à Montpellier est important, mais on a le même enjeu sur Maïra aujourd'hui et à Latte. Donc il y a l'autre sujet là, bon, parce qu'il y a des sujets, il y en a à Latte. Autant dans certaines communes de la métropole, il y a point s'il n'y a pas de sujet, mais Latte. Alors il y a aussi le quartier Cambacérès à Boisargues. Il y a le quartier Aude, là on a prévu un quartier de 10 000 logements, donc on va construire à outrance. Il y a l'îlot des Platanes, bon la tour a été réduite là, parce qu'ils voulaient construire une tour de 17 étages. Voilà. Bon, l'urbanisation va bon train à Latte. L'urbanisation va très bon train, parce que comme je le disais juste avant, c'est 70 000 logements qui sont positionnés sur la métropole et 10 000 qui sont positionnés vers chez nous. À titre personnel, j'ai grandi à Boisargues, le quartier a considérablement évolué, changé. On n'avait pas de quartier-gare,
Cambacérès, il en était question il y a 15 ou 20 ans avec le quartier Aude et Oz, on appelait ça à l'époque. Et aujourd'hui, effectivement, on est sur la dernière possibilité de limiter cette urbanisation, parce qu'on passe véritablement sur une urbanisation massive, avec effectivement des tours, mais il y a la tour de 14 ou 17 étages, mais enfin il y a tout un quartier qui s'appelle le Solis et le Sorièche, les Latois le connaissent bien, parce qu'il y a un transport, etc. Là c'est beaucoup de bâtiments entre 8 et 10 étages aussi. Donc quand on parle de 8 à 10 000 nouveaux logements, c'est sur un périmètre qui est très réduit, et sur des quartiers qui aujourd'hui ne sont pas équipés, ni en infrastructure routière, ni en équipement public, pour accueillir ces logements-là. Et aujourd'hui, la question n'est pas résolue, puisque on était en enquête publique en début d'année, et le commissaire enquêteur avait soulevé ces points, puisque les réponses apportées étaient uniquement les déplacements sur les modes doux, par exemple. Alors effectivement, il faut construire des pistes cyclables, mais les solutions ne sont pas apportées sur cette sururbanisation qu'on va connaître dans les prochaines années. Donc qu'est-ce que vous proposez, vous, qui faites de la politique et qui vous voulez peut-être pas laisser filer le bouchon de l'urbanisation à outrance, comme c'est le cas? L'urbanisation outrance, non. Il faut construire, oui, puisque il faut être capable d'accueillir les nouvelles populations, il faut être capable de répondre à la demande des Latois aussi, mais aujourd'hui, c'est un échec de la part du maire de Latte sur la question du logement. C'est un échec, c'est la métropole, c'est tout. Vous ferez quoi concrètement? Et il faut retravailler déjà ces dossiers-là, puisque que Latte prenne sa part sur l'urbanisation, on le veut bien, mais enfin dans des conditions qui soient un peu plus respectables sur l'environnement. Quand on voit que Latte aujourd'hui c'est à peu près 9 000 logements, on parle de créer 8 à 10 000 logements. Donc c'est-à-dire qu'on va doubler la ville de Latte. Est-ce que les Latois ont été concertés là-dessus? Je crois pas, puisque sur les deux derniers, les Hauts de Latte et maintenant sur les Hauts des Platanes, des recours ont été déposés. Donc c'est-à-dire qu'il y a un vrai rejet de la population latoise, et aujourd'hui, force est de constater que faire de la politique, c'est écouter les habitants. C'est pas le cas aujourd'hui avec Cyril Meunier, mais dans les prochaines années, et si les élections municipales le décident, il faudra avoir une autre méthode. Donc il y a aussi des projets là sur le quartier de Saporta. Bon, on n'est pas trop au courant, est-ce que vous pouvez nous en parler? Bien sûr, sur le quartier de Saporta, il y a plus d'une trentaine d'hectares aussi. C'est un quartier qui est au nord de Morin, entre Morin et le quartier de Morin et le sud de Montpellier. Là, c'est surtout un quartier d'activité économique, mais qui est positionné sur de l'étalement urbain, parce qu'il y a beaucoup de zones aujourd'hui qui ne sont pas construites là-bas. C'est entre les deux autoroutes, ça. C'est entre les deux autoroutes. Aujourd'hui, c'est une décharge à ciel ouvert. Hein. On peut y aller. C'est une décharge à ciel ouvert. Donc effectivement, il y a des choses à faire. Maintenant, est-ce qu'il faut continuer de l'étalement urbain? Quand on parle d'écologie, c'est aussi ça. C'est-à-dire que on veut densifier, mais en plus de ça, on étale. Puisque sur Aude, et on pourrait citer Morin aussi, le Petit Inal, on a plus de 130 hectares d'étalement urbain. Donc c'est pas simplement de la requalification des zones comme Carrefour, etc. Il y a ça, mais il y a aussi de l'étalement urbain. Donc les deux dossiers, pour moi, ne sont pas acceptables. Donc, les points noirs, l'urbanisme à outrance, l'écologie, l'ARA et tout. Bon, une autre chose qui est incroyable, c'est la circulation. Qu'est-ce que vous proposez pour améliorer la circulation dans ce secteur? La circulation, elle a été volontairement abîmé. Pourquoi je dis ça? Quand on voit le carrefour de l'Europe, qu'on connaît tous, qui est aujourd'hui un des points noirs de la métropole, l'année dernière, on vient de mettre 4 millions d'euros pour réduire encore une fois l'avenue de l'Europe, qui était en 2 fois 2 voies. Aujourd'hui, on l'a requalifié en 1 fois 1 voie. Les déplacements doux, il faut y venir, il faut les développer, il faut évidemment prendre sa part là-dessus. Maintenant, ça ne doit pas se faire au détriment de la circulation. Et sur une commune comme Latte, sur laquelle il y a beaucoup de passages, et les habitants de Latte y sont contraints aussi, puisque quand on vient de Bourg, la typologie de la commune en 3 quartiers, Morin, Bourg, Latte, on se déplace entre ces quartiers-là. Et aujourd'hui, plus les années sont passées, et plus les carrefours ont été surdensifiés et sont sous-dimensionnés par rapport à la circulation qui arrive. Donc, et surtout quand on voit la question de l'urbanisation, quand on voit qu'on veut positionner 8 à 10 000 nouveaux logements, forcément, il y a des gens qui vont prendre la voiture. Donc, comment on fait pour solutionner ce problème-là? Tout simplement, il faut le prendre, il faut en avoir conscience et arrêter de dire que tout le monde va rouler à vélo ou que tout le monde va le prendre le tramway. Effectivement, il faut développer ça, mais il faut aussi avoir en conscience, et surtout demain, quand on aura des voitures qui seront peu ou pas polluantes, il faudra aussi permettre aux familles, puisqu'on a beaucoup de familles à Latte, de se déplacer en voiture. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire requalifier des ronds-points comme sur l'avenue de l'Europe. Ça veut dire aussi
il y a un serpent, hein, il y a un serpent de mer aujourd'hui à Latte, c'est la question du pont. Le pont qu'on avait promis depuis, enfin c'est pas moi qui l'ai promis, c'est le maire de Latte. Le pont de Latte, il est à Montpellier. Alors il est sur la CRZ. Non, sur la CRZ, il y avait un pont qui était prévu, on nous l'a annoncé 2, 3, 4, 5, 6 fois dans chaque programme électoral depuis 2008. Cyril Meunier nous le ressort. Force est de constater qu'aujourd'hui, il est ni budgétisé, ni effectué. Donc ça, ce bar au nord aussi... ça, c'est un sujet aussi. Bien évidemment, c'est un sujet. Et désengager la métropole là-dessus, c'est juste pas possible. Cyril Meunier a 25 ans de mandat dans les pattes. Il a été vice-président presque 20 ans peut-être, et aujourd'hui on n'a pas eu ce pont. Donc c'est-à-dire que c'est un aveu d'impuissance aussi de sa part, et c'est un dossier effectivement qu'il faudra reprendre, parce qu'il faudra le réaliser. Le pont de la CRR. Bien sûr. Un autre sujet vous tient à cœur? La fiscalité, on pourra en parler aussi. La fiscalité, parce que j'entends dire que la commune est bien gérée, effectivement, et d'autant, et je suis très à l'aise là-dessus, parce que si la commune est bien gérée, ben justement, passons à autre chose. Par rapport au niveau fiscalité, elle est dans des niveaux moindres que Pérols, par exemple, qui atteint des sommets stratosphériques. Pas si loin, parce que Castelnau, par exemple. Pas si loin. Il faut prendre les dossiers et les chiffres. En réalité, on a une taxe foncière qui a augmenté à chaque mandat. Donc c'est-à-dire que à l'inverse de Pérols, le maire de Pérols a augmenté ses impôts de manière brusque. Mais je veux dire, il a rattrapé aussi un retard qui n'avait pas été comblé. Donc aujourd'hui, on a un niveau à Latte qui s'est fait de manière crescendo, mais qui est très élevé. Et ça, c'était un rapport de la Cour des comptes, je vous renvoie là-dessus, qui date de 2012, mais qui le pointait déjà. Il y avait un recours déjà très fort à la fiscalité. Donc, que la commune soit bien gérée, certes, mais c'est l'ATO qui paye cette gestion-là. Quand on sait que 95% des ressources de la commune aujourd'hui sont à l'origine de la taxe foncière, voilà. Et en fin d'année dernière, on a encore la TEOM, la taxe sur les enlèvements des ordures ménagères, qui a été votée en augmentation. Donc, ça, c'est la métropole, non? Ça, c'est la métropole, mais c'est-à-dire qu'il suffirait qu'un élu, mais les élus de Latte ont voté pour. Donc, ça aussi, il faut le pointer. Je veux dire, il y a beaucoup d'aspects sur la fiscalité aussi qu'on pourrait soulever. Très bien, mais écoutez, je vous remercie pour la qualité de cet entretien. Et merci à vous.